Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui. Ah. Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. La chanson de Roland. Carlos lireis, nostro empereur Magnus, 7 ans toutes plens, ad estet en Espagne. Tresque à la mer, conquis la terre altagne. Niais Chastel, qui devant lui remagne, Murs ne citait, ni remet sa freindre, fort Saragosse, qu'est sur une montagne. 778. Quelques sources, dûment sollicitées, indiquent qu'au retour d'une expédition, en fait brève, en Espagne, l'arrière-garde de Charlemagne a été prise dans un combat défavorable dont on ignore quelle dimension il eut vraiment. Fin XIe siècle, 350 ans plus tard, l'esprit de croisade qui commence à se développer aime mettre en scène la fécondité des échecs. L'affaire de départ, bien menue, prend la dimension d'une chanson de geste. Le poème de Roncevaux est même le modèle du genre. 19e siècle, siècle des nationalités, la chanson de Roland, tel est son nom désormais, est chargée de donner un sens au désastre français de 1870. La mort du héros d'épopée chrétienne devient liturgie rédemptrice pour la République. C'est ainsi que Roland a plus de 1000 ans et est resté longtemps un jeune homme. Alors les récentes générations l'ont cependant un peu oublié, et c'est pour ça que, Frédéric Boyer, bonjour. Bonjour. Vous rappelez Roland, c'est le titre d'un livre que vous publiez aux éditions Paul. Eh oh, dites-vous d'emblée dans l'introduction à Roland, c'est moi, Frédéric Boyer, dans mon minuscule habit de combat. Oui, parce qu'on vous connaît comme écrivain, éditeur, traducteur, c'est assez rare que vous portiez l'habit de bataille. Non, au contraire, j'aime beaucoup l'histoire des combats, et je pense que le combat est une haute figure de notre vie, même sociale, et de notre vie tout court. Voilà. Donc, oui, enfin, vous aimez bien les combats, vous enviez les effectivement, toréadors. Voilà. Oui, ça y est, vous allez perdre déjà beaucoup d'auditeurs. Si une fois, vous êtes entraîné au tir, allez, on va encore perdre des auditeurs, dans le ranch corse de Gérard de Villiers. Non, mais parce que si, tout à fait. Mais je raconte effectivement que ma génération, je suis né dans les années 60, effectivement que ma génération n'a pas connu de guerre. Effectivement, on n'est pas allé au combat en tout cas, alors que mon père, mon grand-père, mes grands-pères, effectivement, eux ont pu connaître le combat, les guerres, parfois la mort, parfois les... Voilà. Donc, et que là, une des seules expériences que j'ai eues concrètes de porter une arme de combat, c'est dans un ranch avec Gérard de Villiers, effectivement. Et ça s'est mal passé. C'était assez pitoyable, effectivement. Voilà. Vous êtes démis l'épaule. Voilà. Alors, on va commencer par un peu de géographie. Vous savez qu'un ancien ministre, Hubert Védrine, chaque fois qu'il va dans un pays, emporte le livre concernant ce pays de Gérard de Villiers. Alors, la géographie de la chanson de Roland. Votre livre comporte une traduction dont on parlera tout à l'heure. Au centre du volume, il y a 4000 vers organisés en laisse. En laisse, oui, la laisse est des premières formes d'organisation de vers, comme une strophe, mais de façon beaucoup plus libre, puisque les laisses peuvent être d'une dizaine, de 5, ou même d'une vingtaine de vers. Mais l'unité de la laisse, c'est une unité de sens, si vous voulez. La laisse est fondée sur la répétition, et chaque répétition doit enclencher une espèce d'ampliation, c'est-à-dire un développement de l'intrigue. Première laisse, donc un peu de géographie, je l'avais promis, il y a l'empereur qui n'a pas d'âge et dont les territoires s'étendent un peu partout, et puis il y a la péninsule ibérique. Le roi Charles, notre empereur le Grand, 7 ans tout plein est resté en Espagne. Jusqu'à la mer, il a conquis toutes les terres. Plus un château qui devant lui résiste, plus une muraille à forcer, plus une cité, hormis Saragosse qui est sur une montagne. Le roi Marsile qui n'aime pas Dieu tient Saragosse. C'est Mahomet qui le prie. Mais le malheur l'atteindra, il ne peut s'en garder. Plus rien ne peut empêcher Charles de marcher jusqu'à Saragosse. Conseillez-moi pour négocier une paix durable.
Sinon, Charlemagne et Roland feront de l'Espagne une terre de cendres. Offrez-lui de l'or, des lions, des chiens et des chevaux. Promettez-lui de vous convertir. Mais s'il refuse, Il a besoin d'or pour payer son armée. Et nous lui enverrons nos fils en otage. tu iras négocier toi, Blancandrin. Ton adresse peut éloigner l'envahisseur d'Espagne. Blancandrin sera le négociateur de Marsil, de Saragosse, et Ganelon, celui du roi Charles. À Saragosse est le roi Marsil, qui est un roi sarrasin. Vous préférez utiliser d'ailleurs le mot sarrasin. Les Sarrasins appartiennent à la païennie, que le mot musulman, les musulmans appartiennent à l'islam. Tout à fait. D'abord, parce que c'est par respect pour ce texte, ce manuscrit de la chanson de Roland. D'abord, le mot sarrasin, c'est le mot qui est employé dans le manuscrit original. Et effectivement, les mots musulman et islam sont des mots beaucoup plus tardifs. Donc, on respecte le contexte historique et le contexte du vocabulaire. Et les Sarrasins, effectivement, étaient un peuple parmi d'autres dans cet empire carolingien et cette Europe carolingienne, et ne constituaient pas l'ennemi principal des armées franques, et c'était même plutôt un peuple qui était plutôt susceptible d'être allié avec les Francs, d'abord parce qu'il était riche, beaucoup plus riche que l'étaient les territoires francs, et il y avait des alliances et même des mariages entre seigneurs francs et seigneurs sarrasins. Et Marsil, on imagine d'ailleurs dans la chanson de Roland qu'il va pouvoir être retourné, et le vrai méchant qui ne se comporte pas comme il faut, c'est Ganelon qui va mener une guerre personnelle contre le neveu de Charlemagne. Roland reprendra l'histoire tout à l'heure. C'est à mesure que se cristallise le texte, à mesure aussi que gagne l'esprit de reconquista de l'Espagne, l'esprit de croisade vers le Proche-Orient, l'extraordinaire de la croisade, qu'il y a une condensation. Oui, parce que le mystère, c'est intéressant, c'est comment ce texte est constitué, comment il s'est écrit. On a un manuscrit, le premier manuscrit le plus ancien et qui est aussi le plus complet, c'est le manuscrit dit d'Oxford, on en parlera, qui date du premier quart du XIIe siècle, mais on n'a pas d'autres éléments antérieurs pour savoir progressivement comment s'est écrite cette chanson. Donc c'est des suppositions. Et la chanson raconte, comme vous l'avez dit, des faits d'il y a 350 ans. À la lumière de la fin du XIe siècle. À la lumière de la fin du XIe, où on lance les croisades. L'esprit de croisade. Le texte, il circule avec des trouvères, des jongleurs. Vous avez rencontré, vous, l'équivalent qui existe presque encore aujourd'hui dans les Balkans. Oui, ça existe les encore. Aèdes. Moi, il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, en Croatie, on avait dans la campagne de Zagreb, il y a effectivement des gens qui viennent chanter et raconter des histoires le soir dans des petits restaurants, dans des petits cafés. Et c'était ce principe-là qui effectivement était le principe de diffusion de ces textes. Et d'ailleurs, la diffusion de ces textes par chansons, danse, théâtralité, comme ça, était en même temps le principe d'écriture de ces textes. C'est-à-dire, on comprend tout à fait que c'est en chantant et en racontant qu'on écrivait aussi les textes. Illustration, le film de Franck Cassanti qui date de 1977, un petit peu avant l'anniversaire de Roncevaux, avec une très très belle distribution. Et puis là, une scène dans un château, dans un village, quelqu'un se présente qui va faire défiler ce qu'on appelle encore le poème de Roncevaux. Ce soir-là, Turold le conteur mangea de quoi nourrir une famille entière, de Noël au jour de l'an, et donna en échange une de ses plus belles représentations, jouant tour à tour Charlemagne et Marsil. Grâce à notre art, ce soir, mes frères, comme à chaque étape, vous serez emportés par le flot puissant de la chanson et de l'histoire. Ceux qui sont tombés dans le péché connaîtront la souffrance de Satan, qui vit sous les traits des Sarrasins de Marsil, leur roi. Telle histoire que je vais vous conter, la grande histoire, celle de nos saints martyrs, héros de la chrétienté. Vous sentirez revivre en vous la flamme de Roland. Laissez-vous emporter, vous serez les héros, ceux qui font l'histoire. Leurs gestes seront les vôtres. Vous serez leur cœur et leur mémoire. Oubliez votre condition. Oubliez la réalité. Écoutez, c'est un galop de cheval. Alors évidemment, c'est une libre reconstitution par le cinéaste Cassanti, qui n'est pas dénué de talent. Et Turold,
c'est un nom qui apparaît dans le manuscrit d'Oxford qu'on a découvert dans les années 1830. Il a vraiment existé, mais ce n'était peut-être pas un jongleur ou un comédien. Non, alors il a vraiment existé probablement, puisque le nom apparaît. Après, on ne sait pas, parce qu'il y avait aussi des pratiques de noms comme ça qui pouvaient, juste pour justifier l'authenticité d'un manuscrit ou son importance, on pouvait mettre un nom. Alors, c'est le seul mot en latin du manuscrit écrit en ancien français, Turoldus. C'est un nom. C'est le dernier vers, à la fin de la dernière laisse. Effectivement. Le vers dit ici prend fin la chanson que Turold a poétisée, que Turold a écrit, a amplifié, comme on peut dire. Le mot en ancien français, c'est déclinette, qui vient du latin déclinatio, qui était un exercice rhétorique d'amplification des histoires. Donc, je dis ça parce que probablement, donc, Turold était un copiste, probablement l'auteur de la copie de ce manuscrit qui nous est parvenu. Comme son nom étant latin, on peut imaginer qu'il s'agit d'un clerc, d'un moine copiste. Parce que quand je disais il a existé réellement, des historiens ont cherché sa trace, l'ont trouvé à Pont-Audemer, en Angleterre. Oui, d'autres expliquent qu'il appartient à la cherché congrégation de Saint-Denis. Oui, tout à fait. On a cherché sa trace en suivant les manuscrits principaux de la chanson. Donc il y a environ 7 manuscrits importants de la chanson de Roland qui datent du XIIe et du XIIIe siècle. Et alors on en a trouvé en Normandie, on en a trouvé en France, on en a trouvé en Île-de-France, on en a trouvé un en Angleterre, le plus ancien, et d'autres dans d'autres pays d'ailleurs, puisque, il faut le dire, la chanson de Roland est on peut dire peut-être la première grande histoire européenne. Elle irrigue toute l'Europe. Voilà. Et on a essayé d'identifier ce Turold. Toutes les interprétations se valent d'une certaine façon. Ce qui est sûr, c'est que signant ainsi ce manuscrit par ce Turoldus, on sait qu'il s'agissait d'un manuscrit important et qu'il était donc copié dans les cours importantes de la France capétienne. Et on peut redire aussi le fait que c'est un anglo-normand. On y reviendra quand on parlera de la langue qu'il utilise ou qu'il copie. Alors les jongleurs, les trouvères, les zaèdes, les bardes ensuite font circuler le poème, ajoutant parfois des rebondissements ou en tout cas les ménageant parfaitement. Alors les rebondissements, chacun se souvient des premiers épisodes. Ganelon a juré la perte de Roland, il organise un complot, et quand Charles aura franchi les Pyrénées, eh bien, l'arrière-garde de l'empereur sera attaquée par les Sarrasins. Les Sarrasins, mais oui, il y a d'autres hypothèses. Les Vascons. Non, c'est-à-dire que, comme vous l'avez évoqué au début de l'émission, l'épisode d'où part cette chanson, d'où part cette histoire, est un épisode historiquement qui est mentionné dans ce qu'on appelle les annales carolingiennes, ou les vies de Charlemagne qui ont vu le jour à partir du début du IXe siècle, et en latin, tout écrit en latin, et on mentionne, pas de façon très importante, mais on mentionne à 2 ou 3 reprises qu'une arrière-garde de Charlemagne aurait été décimée sur un col pyrénéen. On ne cite pas le nom, Roncevaux n'apparaît que plus tard. Et par qui? On dit les Vascones. Les Vascones sont les Vascons, et les Vascons, selon les hypothèses que l'on peut faire, sont des Basques, et même certains, par exemple comme Robert Laffont, qui est un érudit qui a beaucoup travaillé sur le chant de Roland, pensent qu'il s'agissait plutôt de Gascons. Mais enfin, Gascons ou Basques, peu importe. En tout cas, ce ne sont pas des Sarrasins. Voilà. Ça importe à nos amis de France Bleu Pays Basque qui nous ont apporté beaucoup de documentation à laquelle on va faire la place qu'elle mérite. Nombre de Basques aujourd'hui revendiquent d'avoir opéré à Roncevaux. Et ça a été dit et redit, notamment au moment de l'anniversaire de la bataille en 1978. On va entendre ici un curé de la Soule, le père Cazeneuve, qui a composé une pastorale sur le sujet, et l'extrait d'un spectacle qui a été donné la même année au Pays Basque, Oria. Et vous n'ignorez pas que Roncevaux et Oria en basque, c'est à peu près la même chose. Les Basques avaient pour principe de laisser passer quiconque ne leur faisait pas du mal. Et les invasions sont passées sans aucune difficulté à travers notre Pays Basque. Il n'y a pas eu d'heure semblable, sauf quand on voulait nous détruire. Nous avons réussi à sauvegarder notre identité et notre culture contre les envahisseurs francs, et tout particulièrement Charlemagne.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. La chanson de Roland. Frédéric Boyer est fort heureux d'avoir entendu du basque, langue incomparable. Remerciements tout à notre recherchiste Franck Olivard. Mais dans votre livre, qui comporte une traduction nouvelle de la chanson de Roland, rappelez Roland, aux éditions POL, vous posez plutôt la question de savoir, Frédéric Boyer, en quoi la chanson de Roland a-t-elle constitué le français? De quel français s'agit-il d'ailleurs? Oui, tout à fait. D'abord, pour une raison simple, c'est un des plus anciens manuscrits français. C'est même, on peut dire, le premier aussi complet et aussi important, et qui donne un état de la langue extrêmement constitué, et même, je dirais, une pratique de la langue extrêmement intéressante, puisque c'est un grand poème qui est tout à fait déjà très formulé, avec un vers, le décasyllabe qui s'installe, d'éléments. Et on a, comme manuscrit antérieur, on a que, je le dis parce que ça se sait peu, et c'est sympathique, on a une dizaine de vers qui datent de la fin du 8e siècle, qui s'appelle le Cantique de Sainte-Eulalie, et le manuscrit est détenu par la bibliothèque d'Amiens. C'est très émouvant, c'est un petit récit de martyr, mais on n'a rien d'autre. Donc le manuscrit de la chanson de Roland constitue le français, et tel qu'il va se développer ensuite et qu'il va apparaître, et aussi constitue le premier grand témoignage de la littérature française. Français anglo-normand. Alors le français anglo-normand, parce qu'à l'époque, l'Angleterre dépendait effectivement du royaume de France, et qu'il y avait une cour là-bas extrêmement efficace, et que de nombreux clercs, d'ailleurs on suppose que le fameux Turoldus, une des hypothèses, était que c'était un clerc d'Île-de-France qui avait été appelé par la cour anglo-normande en Angleterre pour effectivement apporter ses compétences en français et en rédaction de manuscrits. Donc c'est un français qui effectivement est mixé d'une certaine façon avec le parler anglo de l'époque là-bas. Dont on trouve encore des traces dans les textes juridiques de Jersey ou de Guernesey. Vous parlez d'un français de chrysalide. Vous vous souvenez de la suite de la phrase? C'est joli, hein, dans laquelle la vieille chenille latine, poisseuse, ajoutez-vous, se mue en papillon doré. Pardon. Oui. Non, mais parce que je réfléchissais en vous écoutant. C'est-à-dire, c'est un débat qui est très intéressant sur comment est né le français. Et le français est une langue, moi je défends ça avec les autres, est une langue à part. C'est-à-dire, le français n'est pas né du latin par une sorte de décalque du latin, si vous voulez. Le français, au contraire, est une langue qui est née par un métissage assez résolu du latin, bien sûr, puisque la langue latine est restée cette langue forte, notamment jusqu'encore pendant toute la période médiévale, mais aussi à la rencontre d'autres langues, toutes les langues de la païennie, comme vous dites, et toutes les langues des ancêtres des langues barbares. Et effectivement, on voit dans Chanson de Roland un français qui maintenant est assez maîtrisé, naître comme, effectivement, sortir d'une chrysalide et apparaître comme une langue souple, très plastique, et qui donne un des premiers grands chefs-d'œuvre. Exemple, la laisse, la strophe 57. Donc Roland s'engage dans le défilé, et pendant ce temps-là, sur sa couche, l'empereur Charles est fort agité. Il était en France, dans sa chapelle, à Aix. Au bras droit, un féroce verra le mordit. Du côté de l'Ardenne, il vit venir un léopard qui violemment s'attaqua à son corps même. Dans de salle, un vostre avala, que vint à Carl les galops et les sauts. La destre oreille à le premier vers trancha, irréellement ce combat à l'éparte, dit les Français que grand bataille y a. Il ne sève liquel deux la vaincra, Carl se dort, mi ne s'éveilla. On entend passer beaucoup d'animaux. C'est formidable, dites-vous, de retrouver ces vieux mots français, parce que, je vous cite, c'est comme la viande vivante des morts qui nous ont précédés. Bien sûr, d'abord on ne parle qu'avec les mots
d'autres avant nous ont prononcé. On n'invente pas les mots, enfin on peut les inventer, mais en tout cas les mots sont les mots des autres et souvent les mots des morts que nous sommes chargés de faire vivre effectivement. Et en tout cas quand on traduit de l'ancien français, c'est pas tout à fait la même chose que traduire du polonais, de l'anglais ou même du grec ou du latin. On traduit la langue d'une grand-mère, voilà, d'une très vieille grand-mère, et on entend des mots que l'on reconnaît, on entend des mots que l'on croit reconnaître et qui sont un peu des faux sens, et l'on rentre dans quelque chose qui est notre propre généalogie linguistique. Alors ça, c'est un expert qui parle, parce que vous avez piloté un projet de traduction qui a été réalisé de la Bible par un orchestre d'écrivains, vous avez traduit Saint-Augustin, vous avez traduit Shakespeare, mais là, l'exercice est différent. Oui, l'exercice est différent, il est presque plus émouvant, puisqu'on rencontre une langue, et je prends un exemple très simple, le mot merveilleux, qui est le mot merveilleuse en ancien français, on comprend. Alors en fait, en même temps, ce mot merveilleuse, effectivement, il est issu du latin, et la merveille latine, c'est l'effroi, c'est quelque chose qui fait peur, qui peut susciter l'interrogation et la stupeur. Alors, la plupart des traductions vont dire la bataille est terrible, en français contemporain. Donc, par exemple, moi, je laisse merveilleuse parce que je trouve que c'est bien et que à force, dans le contexte, on comprend que cette merveille, qui était aussi merveilleuse pour les gens, parce que on célèbre dans cette chanson aussi la joie de se battre. Donc, on essaye de faire jouer à la fois le souvenir de la langue et la réception dans notre langue d'aujourd'hui. Exemple, on entendait la laisse 57, l'empereur est dans sa chapelle à Aix. Vous pouvez donner votre traduction? Attention à l'intonation, hein, parce que certains experts vous expliquent qu'il faut au premier vers de la laisse une intonation particulière, au dernier vers de la laisse une autre intonation et une troisième au milieu. Oui. Allez-y. Il rêve encore à une autre vision. Il est en France, dans sa chapelle d'Aix, mordu au bras, droit par un porc cruel, et voit d'Ardenne venir un léopard, bête sauvage, qui à son corps s'attaque, puis dans la salle déboule un chien de chasse, qui court vers lui, bondissant au galop, et Charles tranche, du porc, l'oreille droite, puis il combat, furieux, le léopard. Les Français disent « Quelle grande bataille !» Charles qui dort ne se réveille pas. Et il ne sait pas quelle va être l'issue de la bataille qu'on a située plus tard à Roncevaux, pendant qu'il rêve dans sa chapelle, dans les Pyrénées. Hauts sont les pics et noirs les vallées. Roland s'engage et malgré les objurgations d'Olivier, il est accompagné de 12 pairs, dont Olivier, il refuse de sonner du corps pour rappeler l'armée qui est en avant. C'est une question, dites-vous, d'honneur. Alors ça vous intéresse beaucoup, l'honneur? Oh, mais parce qu'effectivement, d'abord, c'est une question de cette époque, c'est une grande valeur médiévale, enfin en tout cas de ce temps-là, parce qu'on est dans une société de combat, justement, et qu'il faut des valeurs qui règlent ce combat. Et d'ailleurs, dans la chanson de Roland, ce qui est très remarquable, c'est que tant les Francs que les Sarrasins, que l'ennemi partagent les mêmes valeurs. C'est-à-dire que l'honneur était quelque chose de très important dans cette société. Le combat rapproche. Et le combat rapproche, et on ne combat que quelqu'un qui a le même sens de l'honneur que soi. En tout cas, dans la chanson, c'est comme ça qu'on parle. Et l'honneur, ici, est effectivement le moment où l'homme, dans sa position, ou la communauté, dans sa position la plus vulnérable, la plus faible, même d'une position de défaite, tire de lui-même le meilleur. Voilà. Parce qu'après avoir repoussé une première vague d'ennemis, et pendant que les autres Sarrasins fuient, Roland, écrasé, agonise. À Roncevaux, je conduirai les miens. 20 000 hommes en armes. Si je trouve Roland, je garantis sa mort. Car mon épée est fort longue et bonne. Contre sa durandale, je la veux éprouver. Baby, ça tape tout lourd, Roland! Il est écrit dans la geste, les chartes, les brefs, qu'ils en tuèrent plus de 4 milliers. C'est bien là la vérité de la chanson, la geste héroïque des Français. Roland! 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 Notre bataille aura été merveilleuse. Dieu, pardonne-moi mes péchés, les grands et les petits, que j'ai fait depuis l'heure où je naquis jusqu'à ce jour. Il a tendu vers Dieu son gant droit. Des anges du ciel descendent jusqu'à lui. Alors je précise que c'est la traduction utilisée dans le film de Cassanti qu'on retrouve là et pas la vôtre. Frédéric Boyer, vous écrivez du ciel, les anges vers lui sont descendus. Parce que vous expliquez, je pense à la mort de tous ces jeunes gens à la guerre époumonés,
que personne ne vient voir, mais à l'époque de Roland, le salut. Et là, c'est une terre sainte. Roncevaux, c'est la Via Dei. Bien sûr, tout à fait, parce que vous faites bien de le rappeler, cette chanson est née aussi au moment où l'on ouvrait les premières grandes routes de pèlerinage, dont celle de Compostelle. C'est aussi pour ça qu'on a situé la mort de Roland à Roncevaux, qui est une des grandes étapes du pèlerinage. Mais effectivement, ces jeunes gens donc, se trouvent dans un scénario chrétien de rédemption qui était très important à mettre en place. Mais je dois dire aussi que ce type de texte, qui est une épopée, sans doute la première épopée française, et peut-être la seule d'ailleurs, au sens strict, d'épopée, et sa fonction première était de pleurer les morts, de rappeler le souvenir des morts et de les pleurer. Donc ils ne sont pas seuls parce qu'effectivement on leur imagine un scénario de salut divin, mais aussi parce qu'ils ne sont pas seuls, parce que la chanson les chantera. Et puis c'est aussi dans la chanson de Roland qu'on trouve une des premières descriptions de la géographie française. Hommage à un jeune mort, Jean Topard. En France s'élève une tourmente étrange, un orage chargé de tonnerre, de vent, de pluie, de grêle, démesurément. La foudre tombe et serrée et pressée. Il y a vraiment un tremblement de terre. De Saint-Michel-du-Péry jusqu'à Xanten, de Besançon jusqu'au port de Ouessant, il n'y a maison dont le mur ne crève. En plein midi, il y a de grandes ténèbres. Nulle clarté, sauf quand le ciel se fend par un éclair. Nul ne le voit qui ne s'épouvante. Plusieurs disent, c'est la consommation des temps, la fin du monde que voilà venue. Ils ne savent pas, ils ne disent pas vrai. C'est la grande douleur pour la mort de Roland. Après la mort de Roland, la chanson continue très longuement. Je renvoie nos auditeurs à votre traduction. Rappelez Roland aux éditions Paul. Charles va survivre, continuer à mener des batailles jusqu'à 200 ans passés, jusqu'à ce que la barbe lui fleurisse. C'est peut-être le dernier personnage qu'on pourrait évoquer. Nous sommes les fils de Roland parlant. Nous sommes aussi les fils de ce vieillard qu'est Charlemagne. Oui, alors la particularité de ce personnage dans la chanson de Roland, c'est d'abord qu'on voit que la France médiévale veut inventer un Auguste, un César, un empereur. Donc on invente ce Charlemagne quand même, en faisant quelqu'un qui a plus de 200 ans. Il est totalement légendaire dans cette chanson. Mais ce qui est très beau dans cette chanson, c'est qu'effectivement, Charlemagne va se venger, donc il va venger la mort de Roland. Cette vengeance va être terrible. Il y risquera lui-même de mourir, puisque l'émir Baligan qui s'attaque à lui manque de lui arracher la tête. Et la fin de la chanson nous montre un empereur mélancolique, fatigué. Il dit « Si pénuse est ma vie, si ma vie est tellement fatigante et tellement pénible ». Et l'ange Gabriel, puisque vous parlez des anges, lui demande de repartir au combat. Et la chanson dit « Charlemagne voudrait ne pas y aller ». Et il tire sa barbe blanche, tire ses cheveux et se met à pleurer. Actualité de Roland, chez les jeunes hommes époumonés qui meurent dans toutes les guerres d'aujourd'hui. Et puis, vous la voyez aussi dans les vieillards retombés en enfance sur les lits d'hôpitaux et qui marmonnent et qui ont lu la chanson de Roland. Merci à vous, Frédéric Boyer. Rappelez Roland donc chez Paul, Jacques Sigal à la réalisation, avec à la technique Yann Bouillot et Philippe Duclos. Demain, eh bien, nous irons en Italie. L'Italie appelée aux élections. Ce sera Viva Verdi, notre thème.